touche pas les chéris, Tiffany Ozière, la fille de Brigitte Macron, sera notre invitée dans un instant. On va parler de son livre, Assise, aux éditions Stock. On va en parler dans un instant, on parlera de plein de choses avec elle. On est très heureux de la recevoir. Michel Marie sera avec nous également dans quelques instants. Il sort là du make-up là. Il est au make-up là, il y en a pour une petite demi-heure. Et puis après il va arriver la gueule enfarinée. Non, on l'adore, hein. Il est de plus en plus beau. Sans rigoler, je le vois dans les couloirs, j'ai l'impression que c'est un acteur américain. Ouais. Qui revient de Cannes. Il s'appelle Michel Mayoui. Non, mais c'est vrai. Michel Mayoui du 16e. Non, mais sérieux. Alors, et donc les chéris, on a des nouvelles de Pierre Palmade, renvoyé en procès pour blessure involontaire. Ah non, mais... On expliquera tout ça, l'homme au gilet. Gilet. Ouais, l'homme au gilet, il va venir tout à l'heure là. Et alors, les chéris, on aura les 10 révélations choc sur l'affaire Coé qui nous a tous retournés ce week-end. C'est un truc de fou et 10 révélations incroyables. On vous donnera toute la vérité parce que tout le week-end, je vous le dis, il y a plein de gens qui ont traité le truc, mais on n'a rien su en fait. Donc on vous dira tout sur cette affaire qui, même moi, m'a retourné ce week-end. Voilà, donc on en parlera bien entendu dans quelques instants pour le moment. Les chéris, vous avez vu cette affaire, la soirée d'Emmanuel Macron pour la finale de la Coupe de France. Il a passé une soirée, Emmanuel Macron, franchement. Il a fait un kiff, mon frère. Sans rigoler, il était en roue libre. Hein. Il était en détente totale. Il était un verre de bière à la main, une écharpe à l'effigie du club. Sur sa veste de costume, il a été cueilli pour un apéritif. Il a fait apéritif sur apéritif. Le gars, c'était pas le président de la République, c'était Vico, le roi de la pomme de terre. En décalage horaire. Ah, il a kiffé de partout. Ah oui, regardez. c'est vrai. Merci aux JAM. Et ils ont commencé avant 2016. Les premiers. Merci. Allez, c'est mon tour là. Mais tu sais qu'à côté, on a demandé de cesser le feu. On demande de cesser le feu, j'ai vu les dans le cœur. Ah, bon, voilà. Ah oui. Donc c'est vrai qu'il a. Vous qui le connaissez, les Décalage horaire. décalages horaires. Ah oui, 48 heures d'avion. Et rentrer de Nouvelle-Calédonie. Si vous dites que vous êtes bourré, vous aussi. Je ne suis jamais bourré. Mais là, c'est décalage horaire, 24 heures. Je te rappelle Mais c'est la- sympathique. je te rappelle C'est le moment Ouais. de construction. Une seule émission en 14 ans ou 12 ans. Émission 14 ans. Bah, Ah ouais, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est vrai. Regardez Bernard Montiel, ce qu'il en est advenu. Non. Alors, il y en a qui critiquent et il y en a qui disent que c'est sympa. Ça vous dit quoi? Non, moi je critique parce que quand on est président de la République, on n'est pas comme tout le Mais tu veux monde. que je te dise quelque chose? Eh ben, c'est Dis-moi. là, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Ça, c'est ça, tu veux que je te dise? Ça, voilà. Ça, pour moi, ça c'est quoi ça? Ça, c'est des Roland de BFM. Des Roland de BFM. Mais sûrement, mais Des peut-être. Roland mais de je suis désolée. BFM. BFM. C'est des Roland de BFM. Tu sais, Quoi? Mais non, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il voulait président de la Pose-toi la bonne question. République? Pourquoi tu faisais les mêmes émissions sur BFM? Tu faisais trois fois moins d'audience. Pose-toi la bonne question. Aujourd'hui, Les gens, ils en ont marre. BFM, moi, tu sais, c'est. J'ai bien fait de venir, je suis contente. Bah voilà, vous t'as bien fait de venir. Pour te dire, j'ai hésité entre Maxime Guénier et toi. Mais choisis-moi. Non, j'ai choisi toi, ma chérie. J'ai choisi, bien sûr. Alors dis-moi, non, mais arrête. Quoi? Bah, vas-y, je te laisse parler. Mais non, je dis juste, moi je pense, vous me demandez mon avis, il est président de la République. Mais c'est ça. On doit... Mais non, alors, mais il est... Tu non, veux mais ce qu'ils non, veulent? mais Tu veux il que je te est... dise ce qu'ils veulent, les Français? Non. Je vais te dire la vérité. Il veut un président de la République qui boit? La sincérité. Non. Je leur demande pas. Les gens, ils veulent de la Non, ils ont sincérité. rien à foutre de la sincérité. Ils veulent pas de chômage, un bon pouvoir Exactement. d'achat, Ça aurait été pas fait, ça aurait été d'insécurité. fait. S'il vous plaît. Les Français, c'est comme les profs à l'école. Bah oui. Tu sais quoi? Bonne note. Tu peux avoir un élève qui fout le bordel, mais qui est sympathique. Mais s'il a que des notes de ouf, Bah oui, eh ben tu sais ça quoi? passe. On s'en fout. Les seules choses qu'ils veulent, les Français, c'est pouvoir manger tranquille, pouvoir travailler tranquille, pouvoir gagner leur vie correctement, Avoir que peur les dans la agriculteurs puissent travailler, que les infirmiers, les infirmières, les services hospitaliers puissent s'améliorer, que les policiers puissent avoir des moyens, que les professeurs puissent avoir des moyens, que les routes ne se soient pas tout et n'importe quoi, que l'autoroute A13, on est quand même le seul pays au monde, je crois, où il y a une Autoroute autoroute ferme. qui est l'autoroute peut-être la plus importante, ou une des plus importantes de France, qui est donc fermée depuis presque un mois et demi maintenant. Pour vous dire, dans ce pays, on marche sur la tête. Donc je vais vous dire ça. De voir le président comme ça, en vérité, c'est pas ça qui les intéresse. Mais au final, c'est pas fait et il est bourré, donc à la Bah oui. Ah oui. Non mais je vais vous dire. Bah oui. Mais moi, La double peine. C'est marrant, moi, ça moi me je choque trouve pas. que ça, là, Mais je il est pas trouve- bourré, hein. moi, je on dit le trouve toujours sympathique, là. Jupiter. Moi, je le trouve voilà, sympathique et là-dessus. Le Moi, foot, c'est quand même Chut, important. je le trouve sympathique là-dessus, Gilles. Non, je suis d'accord avec Pascal. Ouais, mais parce que vous êtes des vieux. Non, ouais, sans doute. mais non. Mais je vois, Ah, si, vous êtes des je vois vieux. pas ce qu'il va y faire. Mais alors, Ah mais bon c'est- mais C'est la C'est la Coupe de tradition. France, tu veux que c'est je la te dise, tradition. au contraire, il est au contact des Ouais, Français. oui. De la Il y a Coupe eu de des France, incidents Gilles, Ça a avant. toujours été la
Pour moi, il aurait dû renoncer. Et après, Cyril, on sent qu'il voulait voir Mbappé, lui faire la bise et tout ça. Et moi, je trouve que c'est pas le rôle ni la place d'un président. Voilà. Mais tous les présidents l'ont fait. Oui, mais là, il y a eu des incidents. Mais arrête un peu, mais qu'est-ce qu'il Il y a toujours eu des incidents. Non, il n'y a pas toujours eu des incidents. Gilles, tu sais quoi? Le problème que t'as, c'était toujours. Ça aurait été Jean-Luc Mélenchon, t'aurais dit que c'était génial. Mais non, monsieur Ça aurait été Mathilde Panot. Panot. Ça aurait été Mathilde Panot, t'aurais fait une capture d'écran, tu l'aurais mis en poster dans ton lit. Donc arrête un peu. Arrête un peu. En plus, je pense que les images sont trompeuses parce qu'il n'est pas du tout alcoolisé. Il est juste éclaté de fatigue. Il a fait 48 heures d'avion en 2 jours. Il a quand même bu une petite bière. Hein, donc, mais il a quel âge aurait plus une petite bière? Mais d'accord, mais c'est bien, il y a des brasseurs en France. Alors, on a Bernard la Montiel qui est là. convivialité, ça va. Vous voulez dire un truc? BM. Je l'ai déjà dit, j'ai dit simplement qu'il était en décalage horaire, qu'il devait être certainement très fatigué. J'ai déjà dit. Et qu'il s'est certainement fatigué. Et un verre de bière, quand Chirac prenait la bière et tout ça, c'était pas très grave. On adorait. Bah oui. Non, c'est juste qu'il cristallise toutes les haines et tous les reproches, en fait. Naïm, tiens. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, sur Emmanuel Macron, il y a une cible, quoi qu'il fasse, il est détesté. Donc, peu importe. Là, en l'occurrence, c'est une tradition. De façon traditionnelle, tous les présidents y vont. Bon, bah voilà, il se trouve que lui, il y va. Et on va trouver, évidemment, tout autour de lui des circonstances. On va dire que parce qu'il y a la Nouvelle-Calédonie. Allez, merci. Je pense que cette Marine image, Le Pen, on l'a aperçu chanter à côté de Jordan Bardella. Ils étaient tous en folie. Mais elle chante très bien. Elle a bien chanté. Elle danse bien. Les deux. Elle danse À bien. chaque fois, on a des vidéos Elle danse d'elle bien, en train de Marine Le Pen, chanter, sur la tête de ma mère. Je l'ai vu en Ressois la dernière fois. c'est surtout que Et dans Ressois, l'image, elle est prise au lendemain ou surlendemain du débat. Où est-ce que vous l'avez vu, Marine Le Pen? C'est ça le sens. Je l'ai vu, elle a été à la soirée de mon oncle. Shaïb Ben Achim. C'était bien elle, alors. Elle dansait comme une folle sur du rail, la folie. Non, je te jure, Abdelkader Eboul Hatten Eboul Halaliyat. Moi, je chante pas, moi. Je suis encore trop timide pour ça. Bon, allez, soyez bons. Ah, c'est l'avant-dernière fois. Non, allez, avec la soirée électorale. Avant-dernière fois. Ben, vous voyez, c'est extrêmement sympathique, ça aussi, je trouve. Ouais, bah aussi, je trouve aussi. Moi, je préfère les voir C'est comme ça. extrêmement sympathique, vraiment. Que race, sans Mais elle chante Barbara aussi, je crois. Oui, ça, oui. Elle a chanté Barbara. Dis quand reviendras-tu. Tu vas chanter chez Barbara que le glacier à ça me fait chier. Les chéris, on va parler de ce prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes qui est attribué pour la première fois à une actrice transgenre. Comprenez-vous que certains soient choqués? C'est Carla Sofia Gascon qui faisait partie des 4 femmes primées et elle est surtout la première femme transgenre à recevoir le prix. Ça n'a pas plu à tout le monde, notamment à beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Comprenez-vous que certains soient choqués? Avant de débattre, on va revoir, on va revoir très rapidement le discours et on est avec Marguerite Stern, merci. Marguerite, merci d'être là, auteure de Transmania, merci d'être là. Et Louise, merci d'être là. Louise, Miss France Trans 2021. Oui, merci. En tout cas, peut-être, voilà, merci d'être là toutes les deux. On va regarder, vous nous dites ce que vous en pensez. Et vous nous dites ici aussi, tiens, il n'y a que 2 oui et il n'y a que des non. Sinon, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, puisque le vote des téléspectateurs m'intéresse beaucoup plus que votre avis. Comme d'habitude. Prix d'ensemble pour Emilia Pérez. Merci. Je dédie aussi ce prix à toutes les personnes trans, à nous tous qui souffrons tous les jours. Ce prix est pour vous. Merci beaucoup. Nous avons tous la possibilité de changer pour le mieux, de devenir de meilleures personnes. Voyons si vous changez, bande de salauds. On est choqué ou pas? Alors, j'aimerais avoir juste une première... Jacques Cardos, pourquoi ça vous choque avant qu'on ait Marguerite et Louise? Alors en fait, moi je comprends que ça puisse choquer parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on regarde un concours en ce moment, c'est un peu le concours de l'épine de la transgression. Il faut que tout le monde nomme un trans et que ça a été le cas pour l'Eurovision. J'ai l'impression que c'est systématique. Mais t'es au courant que c'est un prix collectif, hein, non, mais, oui, d'accord, très bien. Pas tomber quand même dans le panneau de la fake news. Non, mais laissez-le finir. Très bien. Oui, mais il colporte une fake news. Non, je ne colporte pas une fake news. Non, je ne colporte pas une fake news. L'idée que ça renvoie en ce moment, c'est que la société, c'est que dès l'instant où tu as une distinction, dès l'instant où il faut distinguer quelqu'un, un concours, l'Eurovision, le cinéma, quoi que ce soit, à chaque fois,
c'est une personne trans, comme s'il fallait absolument imposer dans la société, alors que ça correspond à 0,00% de la population. Donc il y a quelque chose. Mais non, mais en soi, évidemment que ça me choque pas. Je la connais pas, cette actrice. Elle est sans doute. C'est pas le problème en fait. C'est que peut-être que cette actrice, elle est absolument formidable. Et je suis même certain qu'elle est formidable. C'est pas le sujet. C'est qu'aujourd'hui, je pense que la population finit par être agacée par ce côté au forceps. On veut absolument pousser les transgenres dans la société. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'artificiel. Non, vous êtes beaucoup, donc je ne vais pas tous vous donner la parole. Vous comprenez bien, parce que je vais... voilà, à mon avis, vous allez tous dire la même chose. Donc forcément, je vais prendre 2-3 porte-parole et je prendrai les meilleurs. Bernard Montiel, vous êtes sûr que... J'ai une question pour Jacques. Mais, du coup, si on suit ton raisonnement, à contrario, t'imagines... Elle mérite à 100%, elle est extraordinaire et elle est meilleure que les autres. Ça veut dire que c'est injuste parce que si on raisonne comme toi, et ben, au final, elle ne l'aura pas alors qu'elle est meilleure. Voilà. Non, j'aimerais bien que les jurés, en fait, se positionnent non pas en fonction d'une volonté politique. C'est toi qui le fais ça, c'est pas eux. Non, mais très bien, soyez dans le politiquement correct. Moi, je vous dis juste qu'aujourd'hui, mais si, c'est politiquement correct, parce que c'est beaucoup plus facile de tenir ce discours-là et de dire, mais moi aussi, j'aime les transgenres, moi aussi, enfin, je veux dire, c'est pas le problème, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça va finir par agacer profondément la société, parce qu'il y a quelque chose d'artificiel, il y a quelque chose qui ne correspond pas à la représentativité. J'ai envie d'avoir l'avis des téléspectateurs. C'est ça qui me... En tant que telle, cette actrice, encore une fois, elle est peut-être formidable. C'est pas le sujet, en fait. J'aimerais Marguerite. Marguerite, vous avez été très choquée, vous, par la politique. Mais non, moi, je suis pas très choquée. Je suis habituée de toute façon. Voilà. C'est pas Cannes qui me choque particulièrement. Je considère juste que cette personne qui est un homme devrait avoir gagné dans la catégorie homme. Enfin, voilà, pour moi, être un homme ou être une femme, c'est quelque chose de biologique. Être une femme, ça se résume pas à porter les cheveux longs et avoir du rouge à lèvres. En fait, je considère que c'est un peu une insulte faite aux femmes de dire qu'être une femme, c'est se mettre des faux seins et du rouge à lèvres. Par contre, moi, une insulte faite aux femmes. Ah ouais. Oui. Vous me répondrez. Louise va se défendre toute seule. On n'a pas besoin de. Mais par contre, moi, ce qui me choque plus que ça, c'est le fait que effectivement le phénomène s'étend en fait dans la société et que ça ouvre la porte à des dérives beaucoup plus graves, comme celle par exemple des compétitions sportives en fait, où on voit aujourd'hui des hommes remporter des compétitions féminines de femmes. Il y a le site shewon.org qui a recensé plus de 600 cas quand même à échelle internationale d'hommes qui ont remporté des compétitions sportives de femmes parce que messieurs se disent femmes et messieurs prennent des œstrogènes. En fait, voilà, ça ouvre à des dérives graves et c'est ça qui me choque. Alors, Louise, qu'est-ce que vous répondez à Marguerite? Alors, moi, je réponds tout simplement en fait que c'est un jury qui a décidé en fait de saluer une performance féminine et qui a 4 actrices en fait qui ont été récompensées pour ce prix d'interprétation. Il y a Selena Gomez, il y a Adriana Paz, il y a Zoé Saldana et cette actrice trans. Et donc, en fait, c'est la seule chose qu'il faut voir. Il n'y a pas d'idéologie trans. J'ai lu sur Internet que ce prix-là venait invisibiliser les femmes cis. Mais alors, pas du tout, en fait. C'est justement apporter une visibilité à la communauté trans et c'est saluer juste la performance féminine et c'est tout, en fait. Il n'y a pas de souci avec la performance, mais féminine, en fait... On n'a peut-être pas la même définition. Je suis désolée, mais moi, j'ai pas le sentiment, quand je vous écoute, j'ai pas le sentiment en fait, d'être une insulte à la femme. Et j'ai pas juste l'impression d'être une femme parce que j'ai des cheveux mi-longs et de rouge à lèvres. Je dis pas évidemment que c'est vous qui m'insultez. J'ai aucun problème avec vous. Je vais même vous genrer au féminin si ça, si ça vous met plus confortable. Voilà. C'est pas que ça me met confortable. Je suis une femme pour l'état civil, pour la société française. Civil, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est une fiction juridique. Sauf que quand je me déplace dans la rue, il y a aucune personne en fait qui me met genre et à chaque fois que j'arrive dans un lieu, on m'appelle madame. Donc je pense que vous avez en effet une interprétation de la féminité qui se résume à peut-être au sexe de naissance. C'est quoi votre interprétation de la féminité? Pour vous, c'est quoi être une femme? Pour moi, être une femme, c'est se sentir déjà femme, avoir ce sentiment-là. Ça veut dire quoi, se sentir femme? Moi, je me suis jamais reconnue, en fait, dans le genre masculin. Je me suis jamais reconnue dans tous les stéréotypes, en fait, qu'on accorde au genre, une question de stéréotype. Être une femme, c'est un ensemble de stéréotypes. J'ai pas dit que être une femme, c'est un ensemble de stéréotypes. Mais vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, il y a une construction sociétale de la féminité et de la masculinité. En l'occurrence, moi, je me suis jamais reconnue, en fait, depuis
depuis toute petite, je ne me suis jamais reconnue dans ce qu'on voulait m'attribuer en tant que garçon. Donc oui, à un moment donné, j'ai décidé de faire ma transition et d'être une femme. Vous ne pensez pas que le vrai progressisme, c'est d'être par exemple comme Vincent McDoom, qui est un homme qui assume en fait de porter des robes, de porter du maquillage et de dire mais finalement en fait c'est pas parce que je porte des robes et du maquillage que je suis une femme pour autant. Je suis un homme qui aime porter des robes. Ça n'a rien à voir, c'est son ressenti. Et voilà. Son ressenti. Si lui, Vincent McDoom, pardon, il est au fait et très en phase avec le fait d'être genré au masculin et qu'il n'a pas fait en fait de démarche justement pour qu'on le genre au féminin, pour être reconnue comme une femme auprès de l'administration française, ça lui appartient. Mais vous ne pouvez pas, en fait, vous permettre de juger des personnes qui ont décidé, en fait, de juste vivre en phase avec ce qu'elles ou ils sont, parce que ça existe aussi dans le problème, c'est pas les personnes. Et moi, j'ai aucun problème avec vous. Et j'entends même à la limite, voilà, vous parlez de stéréotypes. Finalement, quand je vous demande ce que c'est que d'être une femme, vous me parlez quand même de stéréotypes. Vous me dites, voilà, je me reconnais dans les stéréotypes féminins. Bon, moi, j'ai quand même un petit problème avec cette définition. Je me suis dit, j'ai dit que je ne me reconnaissais pas dans les stéréotypes. Alors c'est quoi pour vous être une femme? Masculin. D'accord, voilà. Donc, c'est quoi pour vous être une femme? Les filles, c'est vrai que je suis là. Hein. Vous n'êtes pas sympa. Non mais c'est intéressant. C'est passionnant. Vraiment les deux, vous êtes incroyables. Mais non, mais parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut dépasser votre cas personnel. Et ça, je le comprends. J'entends la souffrance personnelle des gens, tout ça. Mais le problème, c'est que si on change la définition légale de ce qu'est un homme ou de ce qu'est une femme, on se retrouve avec des messieurs avec des pénis qui gagnent des compétitions sportives de femmes. On se retrouve avec des messieurs même sans pénis qui gagnent des compétitions sportives de femmes. Mais comment vous l'avez vérifié? Comment vous avez vérifié en fait que ces messieurs ils avaient des pénis? Ils le disent, non, ils en parlent comment d'eux-mêmes. Vous l'avez vérifié? Moi, je suis pas là-dedans. Pénis, pas de pénis. Oui, je ne suis pas là-dedans. Il y a aussi le cas genre très terrible en fait des messieurs qui, je l'ai pas vérifié, mais violent des femmes en prison au Canada. Il y a des femmes aussi. Il y a des femmes aussi qui violent des femmes au sein des prisons féminines. Bien sûr. Ça existe. D'accord. Donc vous pensez que les femmes violent plus que les hommes? Non, je n'ai pas dit que les femmes. Vous pensez que c'est normal d'incarcérer des femmes avec des hommes? Je dis pas que c'est normal qu'on puisse violer quelqu'un. Maintenant, il faut pas tout de suite dire on est une femme trans, on va violer des femmes avec un pénis d'homme. Ce que je dis, c'est que si vous changez la définition de ce que c'est que d'être une femme, alors on peut mettre des hommes qui se disent femmes dans des prisons pour femmes. On peut mettre des hommes qui se disent femmes dans des compétitions sportives pour femmes. En fait, ça a un impact sur le réel, tous vos concepts. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais Guillaume Janton, parce que c'est un des seuls à dire oui. Pourquoi? Un peu pour les mêmes raisons que Jacques, et cette idée aussi que vous dites un peu, Marguerite, dans votre livre, que quelque part les personnes trans peuvent être les ennemis des féministes, puisqu'elles volent en quelque sorte la vedette à des femmes qui peuvent avoir ces postes-là, que ce soit dans le sport ou dans le cinéma. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que derrière tout ça, il y a un message politique et qu'il y a une sorte de prosélytisme et qu'on encourage d'autres gens à devenir trans, parce que c'est un peu ce que vous dénoncez dans votre livre. Et quel serait le but ? Exactement. Mais alors ça, c'est très difficile de l'expliquer sur un plateau comme celui-là. En 2 minutes, voilà, notre livre fait 400 pages. Et justement, en fait, on a beaucoup été attaqués sur ce livre parce qu'on parle d'idéologie transgenre. Et qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? En fait, c'est une doctrine philosophique, politique qui veut modifier les comportements individuels et collectifs. Et donc, on s'emploie à démontrer dans notre livre, effectivement, qu'il y a des lobbies, que l'idéologie trans, elle est financée par des milliardaires, que certains labos pharmaceutiques financent ça aussi, qu'il y a une forme d'emprise sectaire sur les réseaux sociaux, qu'il y a un entrisme de l'idéologie transgenre dans les universités, dans les écoles, dans les entreprises, dans les médias. Et donc effectivement, en fait, c'est pas une simple lutte pour des personnes qui vont mal, et on l'entend, la souffrance des personnes qui vont mal. On donne d'ailleurs dans notre livre la parole à plusieurs personnes trans, à une personne intersexe qui a transitionné. Enfin voilà, on l'entend cette souffrance. Mais voilà, faut pas être naïf en fait. Effectivement, enfin il y a une vraie idéologie derrière, il y a un business derrière. Il n'y a pas d'idéologie transgenre. Ça c'est vous qui aujourd'hui le percevez ainsi. Et puis moi j'ai pas lu ce livre. J'ai juste par contre vu des interviews que Dora Muto et vous-même avez pu donner. Enfin j'ai plus vu les interviews de Dora Muto. Et je sais en fait qu'il y a eu des chiffres en fait qui ont été annoncés, comme le fait par exemple qu'une transition coûte 100 000 € à l'État français. Une transition complète pour un homme. Personnellement, alors par contre il n'y a pas eu de nuance. Le journaliste a demandé combien coûtait une transition
Et la réponse a été une condition coûte aujourd'hui 100 000 € parce qu'en fait, il y a des chirurgies esthétiques. Moi, personnellement, j'ai fait aucune chirurgie esthétique pour modifier les traits de mon visage. Il y a des chirurgies sur les cordes vocales, etc. J'ai fait aucune de chirurgie pour modifier. Vous, en tous les cas, justement, mais à un moment donné, il faut nuancer. Une transition. Alors, je vais le faire devant vous, quand vous apportez ce genre de... Vous voulez que je le fasse? Vous voulez que je le fasse? Je termine juste. Quand vous apportez ce genre d'argument sur un plateau de radio ou télévisé, il faut savoir aussi nuancer. Parce que moi, je respecte, franchement, sincèrement, je respecte entièrement le fait que dans votre conception, dans votre conception et dans votre vision des choses, vous puissiez me considérer comme un homme. J'ai aucun problème avec ça et je ne vais pas chercher à vous convaincre que je suis une femme. Maintenant, la seule chose que je demande, c'est d'avoir quand même un peu de respect envers notre communauté. C'est tout ce qu'on demande. Nous, on demande à vivre juste librement. Mais il y a du respect, il n'y a jamais d'insulte de notre part. Et de ne pas nous attaquer avec des propos diffamateurs parce qu'il y en a eu. Moi, je vais remettre quand même les choses à l'endroit. Il y a nous, avec Dora Muto, avec qui j'ai coécrit ce livre, il n'y a jamais d'insulte, il n'y a jamais d'appel à la haine, il n'y a jamais rien de tout ça. Pardon. Excusez-moi, mais quand vous mettez une affiche dans plusieurs... Attendez. Mettez une affiche dans plusieurs villes de Paris, nous sommes menacés de mort. Avec Dora Muto, nous sommes menacés de mort, d'accord? On a reçu des messages, une perf, une balle, justice sociale. On a reçu plusieurs menaces de mort, on a porté plainte. On en reçoit aussi. Oui. On en reçoit aussi. Merci. Je suis désolée pour vous, mais c'est pas moi qui les profère les menaces de mort à votre rencontre. Oui, bien fait pour vous. Voilà. Puis les deux, elles ont fait leur vie d'école. Écoutez, moi, j'ai rarement l'occasion de débattre en public avec une personne trans. Je le regrette. Donc, je suis contente. 85% des gens sont choqués. Donc, les chéris, voilà, c'est le sondage en tout cas du jour. Merci à vous. Merci à vous aussi, Louise. Merci d'avoir été là. Et vous revenez quand vous voulez, bien entendu. La porte est toujours ouverte. Vous demandez Alexandre Guerrier. Nouveau titre buzz. Un rapport indique que le service public n'a reçu que 4% d'invités de droite sur une semaine de février. Êtes-vous choqué? 4%. Hein. Gilles Verdez, c'est un truc de fou. Salut Louise. Ah, bah évidemment. C'est énorme, mais moi je suis pas choqué. Alors, évidemment, c'est énorme quand on voit ça. Alors, c'est 4, non, mais c'est pas que c'est énorme. C'est honteux. Moi, c'est honteux. Ah, oui, d'accord. Donc, alors, quelle chaîne, station? Alors, regardez, je voudrais que vous regardiez chez vous. Parce que regardez, les donneurs de leçons, là, je vais vous montrer un petit peu. Vous n'avez même pas besoin de réagir. On n'a même pas besoin de réagir. Gilles Verdez qui met non, c'est bon, il peut se faire. C'est un scandale. Ça pancarte où je pense. Les chéris, je vais vous montrer les donneurs de leçons. Regardez, les donneurs de leçons. Quelle chaîne station accorde le moins de temps à la droite? Parmi toutes les stations et chaînes du service public, c'est France Culture donc, qui accorde le moins. France Inter également, voilà, toujours. Voilà, donc gauche 32%. Voilà, et 7% à droite pour France Inter, 1% pour France Culture, 8% pour France Info, 3% pour France 2, 6% pour France 5 et 8% pour France Info. C'est un truc de fou. Un scandale. Alors nous, je vous le dis, nous le problème qu'on a, c'est que nous on invite tout le monde. Hein. Sachez-le, on a invité Manon Aubry, on a invité l'autre, Raphaël Glucksmann, on l'a invité plein de fois, mais apparemment il n'est pas réveillé, il doit être sur son lit superposé. Manger des chocs à pic. Non mais sans rigoler. Mais franchement, il est en train de manger des chocs à pic sur son lit superposé, donc il n'a pas vu qu'on l'avait appelé. Oui, donc voilà. Donc, quand il verra qu'on lui a demandé de venir, voilà, il nous répondra peut-être. Mais bon, comme il a d'autres tensions, il nous répondra pour les élections présidentielles en 2027, à mon avis. On n'a pas bien compris. C'est le gars, sans rigoler, je sais pas, il devrait lui prendre sa tension avant d'aller à un meeting, frère, j'ai jamais vu ça. C'est un truc de fou. Il a vraiment 2 de tense. Hein. C'est un truc de fou. À lui, sans déconner, tu lui dis bonjour, il te répond 1 heure après. Oui, ça va. Il marche. Et tu lui dis bonjour, il te dit oui, j'ai 36 ans. Je sais pas quel. Ah non, c'est un gugus lui aussi. Hein. Alors, l'étude a aussi porté sur le magazine Complément d'enquête. 86 émissions ont été analysées, diffusées ces 3 dernières années. 37% d'entre elles reflètent un positionnement idéologique de gauche et 0% de droite. 0% de droite, idéologie de droite, 0%. Ça veut dire qu'ils font, bien entendu, ils ont fait le Rassemblement national, voilà, ils vont le refaire une deuxième fois, mais on voit bien que c'est à charge. Donc voilà, donc c'est un truc de fou. C'est au-delà de choquant. Hein. C'est au-delà de, on est d'accord. Et c'est le 2 poids 2 mesures. Les chaînes privées comme CNews notamment se font défoncer pour les mêmes raisons et scruter minute par minute. Oui, alors que CNews invite tout le monde. Mais bien sûr. Et c'est eux qui d'autant plus, exactement. Voilà. Eux, ils ne font rien. Il y a un sondage qui sort. Et moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on a ce constat-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce qu'il y a des rattrapages de temps de parole? Puisque les médias privés sont scrutés à la seconde près, qu'est-ce qu'on fait avec ces chiffres accablants? Il va rien se passer du tout. Demain, on aura Léon Desfontaines pour le Parti communiste. Très bien. C'est l'une des révélations
révélation de la campagne. Ouais, c'est la révélation de la campagne, très dark. Cyril, moi j'ai une question. Oui, bah, allez-y. Comment ils font pour l'équilibre du temps de parole? Je comprends pas. Non, mais c'est facile parce qu'après, ils mettent des clips la nuit, ils mettent des trucs, t'inquiète pas. Ah C'est bon facile, ils mettent des clips la nuit, ils envoient un avis n'importe où, t'inquiète pas. Là, ce qui est intéressant, c'est l'idéologie. 0% dans le complément d'enquête. 0%. Est-ce que vous aviez reçu des pressions à l'époque? Dites la vérité. Est-ce qu'on vous a dit, sois plus à gauche, pas à droite? Non, les pressions que j'avais, c'était dans l'autre sens. C'est-à-dire que lorsque je voulais faire des thématiques qui allaient plus, on va dire, dans le sens de la droite, non pas par idéologie pour moi, mais dans une volonté d'essayer d'équilibrer les choses, j'avais des difficultés à faire ces émissions-là. J'ai déjà raconté l'émission sur l'islamo-gauchisme. On a été un des premiers à parler de ce terme qui était contesté par Madame Autain, qui était venue en plateau face à moi et qui avait contesté le terme lui-même. Et donc, à l'époque, cette émission-là, on m'avait traité de facho parce qu'à l'intérieur de l'équipe, parce que je voulais la faire, l'un des rédacteurs en chef adjoints s'était désolidarisé de l'émission parce qu'il considérait qu'elle était trop marquée, entre guillemets, à droite. Donc les pressions, je dirais qu'elles s'exercent dans l'autre sens, puisque la rédaction est naturellement plus à gauche qu'à droite. Donc forcément, ça choque plus en interne lorsque tu veux faire des thématiques qui servent plutôt la droite. Donc oui, c'est clair, net et précis, le service public n'a aucun équilibre, n'a aucune neutralité. Exactement. Idéologiquement, c'est gauche extrême toute. Par contre, d'ailleurs, Guillaume Meurice sur quand ils sont à Cannes, à mon avis, ils sont plus à droite. Hein. Oui, c'est vrai. Vous allez voir les dépenses, la gauche caviar. 6 millions d'euros. Sachez justement, tiens, petite info, allez-y, continuez. Je voulais juste sortir des verbatims de certaines personnes du service public. Donc Guillaume Meurice, à l'époque, disait nous, on fait des vannes de gauche, d'ultra-gauche, d'extrême-gauche. C'est clair. Delphine Ernotte, on montre le monde tel qu'on aimerait qu'il soit et pas comme il est. Ça, typiquement, c'est idéologie de gauche. C'est juste incroyable. C'est de la désinformation, juste, c'est de l'idéologie, quoi. Sachez qu'il y a une nouvelle plainte qui vient d'être déposée à France Télévisions. La CFE CGC dépose une nouvelle plainte sur les frais des dirigeants à Cannes. 6 millions d'euros. D'ailleurs, s'ils veulent qu'on les invite demain, une de ces personnes-là, ce seront bien sûr les bienvenus. Et ils seront assis à côté de Bernard Montiel. Ce sera juste le petit bémol. Mais ils seront bien. Les chéris, il y a une étude qui est sortie. Un couple sans enfants et riche. Sans enfants. Un couple est riche à partir de 5 700 euros par mois. 5 700 euros par mois. C'est une étude qui vient de sortir. Un couple sans enfants. C'est brut. C'est après impôt. Après impôt, d'accord. C'est après impôt. Et donc, en fait, voilà, net. Donc, en fait, ils ont pris le salaire médian d'une personne et 3 673 et ils ont multiplié par 1,5. Ce qui nous fait effectivement 5 510. Pour moi, Cyril, on n'est pas riche. Oui. On n'est pas riche. Ah non. Non, pour moi, non, on n'est pas riche. Moi, j'avais dit c'est 5 000, mais 5 000 par personne. Pour moi, être riche, c'est ce que j'ai dit ici. Pour moi, être riche... Donc, t'es pas prêt de faire partie de la LFI, toi. Ah non, mais j'ai pas dit moi, mais pour moi, je considère qu'être riche, c'est 5 000 par personne. Donc 10 000 à deux, je suis désolé. Je trouve pas qu'on soit riche, notamment à Paris. 5 700 net. Hein. Oui. Sans enfants. Mais à deux. Sans enfants. Ils mettent pas de situation géographique. Alors, en fonction de si tu es dans la Creuse ou si tu es à Paris. Mais alors, même à Paris, 5 700 euros net, tu t'en sors. Arrêtez les mecs. Ah, mais tu t'en sors, Cyril. Oui, mais tu t'en sors. Non, mais tu t'en sors. Dette au saumon, quoi, là. Non, attention, excusez-moi, si je me suis mal fait comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'être riche? Non, mais Cyril, qu'est-ce que c'est qu'être riche? La définition de riche. La définition de riche. C'est être tranquille, c'est être confortable. Oui, c'est pas le terme riche. À deux. Net, t'es confortable. C'est pas le terme riche. T'es confortable. Riche, c'est pas confortable. Riche, c'est classe moyenne aisée. Riche, c'est supérieur à ça. Riche, c'est 10 000 euros, Cyril. On n'est pas riche quand on est confortable. Vous dites confortable. Confortable, c'est pas être riche. Tu risques pas de pécho de Mathilde Panot avec ça. Mais non, mais je parle pas de moi, je parle d'un seuil. Pour moi, je suis désolé. Oui. Moi, je suis d'accord avec Gilles. Non seulement tu n'es pas riche avec 5 700 euros, mais en plus tu... À deux. Mais même à deux, mais pour deux. C'est pas 5 700 chacun. Non, ça fait 2 800 et quelques chacun. Mais bon, peu importe. Après impôt. Non, mais d'accord, mais non seulement tu n'es pas riche, mais en plus tu fais encore attention. Si on prend n'importe quel article destiné aux riches, que ce soit un bon restaurant, des beaux vêtements... Vous êtes à côté de la plaque. Mais Cyril, le moindre article à 1 000 euros coûte la moitié de votre salaire personnel ou le tiers. Donc évidemment, quand tu gagnes 2 800 euros, donc un couple à deux à 5 700, le moindre article un peu cher de luxe à 1 000 euros, à 2 000 euros, être riche, c'est ça. Être riche, c'est dépenser sans compter, c'est acheter une propriété. C'est pas la même définition. Alors, si le débat c'est est-ce qu'on n'est pas à la rue, est-ce qu'on peut vivre, se nourrir, etc. Oui. Est-ce qu'on peut se faire des plaisirs de luxe? Je ne pense pas. Même à 10 000 euros par mois. Mais 5 700, déjà on peut emprunter. On peut s'acheter un petit appart. Bien sûr, 5 700 euros net.
propriété. Oui, un petit appartement en Comme dirait province. Raymond, C'est énorme. on Vous êtes est des fous, zézés. quoi. Non. On est Mais moi, zézés. j'étais étonné de dire. J'ai dit, c'est très fort. Non, mais le grand drame, c'est qu'il y ait extrêmement peu de gens qui gagnent ça. C'est surtout ça le oui, truc. bien Et sûr. je pense qu'il y a une sorte de nivellement vers le bas pour dire aux gens, bah, estime-toi heureux, tu gagnes J'aimerais bien déjà, savoir ce qu'on pense des 2100 € par net, c'est énorme. Non, désolé, c'est pas énorme. Et c'est très triste, et j'aimerais bien que les gens gagnent plus. Oui, non. Ah ouais. Voilà. Alors Oui, non. d'accord, ouais. C'est oui, non. C'est oui, non. Ah, c'est non, hein. C'est plus non, hein, quand Pour même. moi, c'est oui, non. Stéphane Ozière, fille de Brigitte Macron, sera avec nous dans un instant pour son roman Assise. Elle sera là. Bah, elle sera assise à côté de moi. Oui ou pas? Voilà. Vous êtes content? On fera connaissance. Oh, quel mytho, mais quel pétard. Mais sans rigoler. Gilles, Je veux vous faire croire qu'il Me connaît me. tout. Ouais. On arrête Mais avec c'est son le seul mec- dégonfle un Tu peu, sais quoi Bernard. Bernard Montiel, il connaît tout le monde, mais personne ne le connaît. 20, on est en direct, merci d'être là. Qu'est-ce qu'on aime, votre bienveillance et gentillesse. Tout ça. On adore votre bienveillance. On comprend rien. Hein on comprend. Ah, tiens, d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tiens, j'ai des chercheurs japonais qui ont développé un traitement pour faire repousser les dents à l'infini. Pourquoi pour lui? Pourquoi pour moi? Mes dents. Je vous jure que c'est vrai. C'est un médicament qui permet de faire repousser les dents naturellement. Ouais. J'ai toutes mes dents. Ah ouais, vous avez toutes les dents, vous avez pourtant les dents qui rayent le parquet. Non, mais Gilles Verdez. Ils ont réussi à bloquer le gène grâce à ce médicament qui empêche les dents de repousser. Donc là, ils testent sur les animaux. Ils vont tester sur des humains. Commercialisation peut-être en 2030. Ça veut dire que maintenant, nos dents comme les dents de lait vont repousser. Il n'y aura plus de prothésie. C'est une révolution totale. C'est fort. C'est incroyable. C'est ouf. Ils ont Incroyable. testé sur des souris et des furets et leurs dents ont Sortis avec des repoussé. dents comme ça, ils avaient le sourire. Ils avaient le sourire de Jean-Pierre Foucault. Un sourire magnifique, Jean-Pierre. Non, mais c'est vrai, c'était comme ça, c'était comme ça. Ils avaient un sourire de Ça va être une révolution. Hein. Merci, bah écoute, très bien. Allez, on va passer à notre témoin du jour. Notre témoin du jour, c'est Stéphane Ozière. Son nom vous dit bien sûr quelque chose. Il s'agit de la fille de Brigitte Macron, et donc la belle-fille du président de la République. Aujourd'hui, elle est sur notre plateau car elle vient de sortir son premier roman intitulé Assise aux éditions Stock. Elle est avocate et elle va arriver dans un instant, juste le temps que la production lui dise qu'il faut qu'elle vienne en plateau. Les gars, voilà, merci. 2 minutes, d'accord, 2 minutes. D'accord. Bon, bah écoutez, vous voyez comme les gens savent faire ici dans cette émission. Les mecs, vous êtes des génies. À tout de suite. Quand on a des génies. Bon, on va juste, avant qu'elle arrive, vous avez vu qu'il y a eu un pique-nique géant qui a eu lieu hier au Chauvet. Drôle. 4000 participants. Vous auriez dû y aller, vous sans rigoler, vous? Je peux plus me relever. Après, il fallait se mettre par terre. Mais non, regarde, il y a des poufs. Non, il y avait des poufs. Ah ouais, bah, Il y avait dommage. complètement ta place, il y a des poufs. Regarde. Non, mais regardez, pique-nique géant, regardez. Regardez les images. C'est Poussin, un panier repas, et enfin trouver sa place sur la plus belle avenue du monde. Bienvenue au pique-nique géant des Champs-Élysées. 4000 chanceux ont été tirés au sort parmi 238 000 candidats. Tout au long de ce dimanche, ils ont pu profiter d'un panier repas gratuit, concocté par 8 restaurants de l'avenue, confortablement installés sur un carreau de 9 mètres carrés, au milieu d'une nappe géante de 200 mètres. Moment convivial et solidaire, les paniers non distribués seront récupérés par l'association Le Chaînon Manquant, qui lutte contre le gaspillage. Pourquoi vous n'êtes pas allé, vous n'avez pas d'amis, tout ça? J'étais chez ma mère, mais sinon, j'y serais allé. Mais le problème, c'est qu'il y avait 4500 places et je crois qu'il y a eu 300 000 inscrits. Ça a été une déferlante d'inscriptions, une folie d'inscriptions. Pique-nique gratuit. Alors, il y avait 1 heure ou 2 d'attente, mais je trouve que c'est génial. C'est pour se réapproprier les Champs-Élysées. C'est bien. C'est réapproprier les Champs-Élysées. Quand tu fais tout en même temps, écoute-moi bien. Parce que ce week-end, ils ont tout fait. Hein. Ils ont pas compris. Non, mais Le 10 km, le truc. C'est ça que tu vois qu'on est dans un pays de génie. C'est là que tu vois qu'on est dans un pays de mecs qui font tout à l'emporte-pièce. Je suis complètement pour ce pique-nique. Mais quand t'as Roland Garros, quand t'as... il y avait un autre truc. Pour la fin des les travaux pour la fin des JO, elle a raison. Quand t'as un autre truc, les 10 km de Bécouille, là, je sais pas quoi. Voilà. Tu vas voir. Non mais je te le dis. T'avais un autre truc encore. T'avais 5 trucs en même temps ce week-end. Tu te dis peut-être que le pique-nique, les gars, c'est le bordel partout. On le ferait pas peut-être après les JO, peut-être le pique-nique? Non, ils veulent tout faire. Tout est fait en dépit du bon sens. Tout est fait à l'envers. C'est vraiment, vous voulez que je vous dise, c'est le résumé de ce pays. Tout est fait à l'envers. Même quand ils veulent faire bien, ils font mal. Voilà, c'est insupportable. Et vous êtes le garant
de cette ineptie quotidienne que l'on vit. Voilà, merci. Puis-je vous demander pourquoi donc il y avait 300 000 personnes qui auraient aimé pique-niquer? C'est bénéfique pour les gens. Bien sûr, on a toujours été à pique-niquer. Ah oui. Mais il fallait pas le faire sur les Champs-Élysées. Mais donc les gens ont envie. T'as toujours les mauvaises questions. T'as fait une école de journalisme où? Les gens ont envie. C'est pas possible. T'as pas fait d'école. T'allais jamais à l'école. Même promotion que David Pujadas. Eh bah ouais, regarde le niveau. Merci. David, regarde, oui, j'ai fait un marathon avec lui. Ouais, non, mais Gilou, t'allais pas en cours, toi. On te parle pas de la vie des gens, on te parle de l'organisation, de faire plein de choses en même temps. Mais t'as toujours les mauvaises questions. Mais on sait que les gens veulent le faire. Enfin, c'est avec plaisir. Mais bien sûr. C'est une belle opération. Donc quel est le problème? C'est une belle opération, mais tu vois pas que c'est mal tombé. Tu vois pas qu'il y avait plein de trucs en même temps, c'était un roulable. Mais qu'est-ce qui... Non, mais sans rigoler. Mais Géraldine, tu peux lui expliquer, s'il te plaît? Non, mais le problème, tu vois... Non, mais Gilles, tu vois, avec toute ma tendresse, en fait, le problème, c'est le timing, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'ils rajoutent les choses et qu'ils empilent les événements. Il y avait le trophée des gazelles aussi. On ne circulait pas, c'était catastrophique. Prenez le métro. J'ai pris le métro. Toi. Alors, justement... Non, mais bon argument. Ta grand-mère, elle va prendre le métro. Justement, j'ai pris le métro. Pense un peu aux personnes âgées, pense un peu aux personnes en situation de handicap. Tu penses qu'à ta gueule, allez voir ta mère. Non, mais c'est bon. Justement, qu'à ta gueule, arrête. Non, mais justement, Gilles... Tu penses qu'à ta gueule, c'est insupportable. J'ai pris le métro avec ma maman parce que c'était la fête des mamans. Et il y avait toutes les stations qui étaient fermées. Donc on a dû beaucoup marcher. C'était compliqué. Donc c'est vrai. Oui, c'est vrai, sur la ligne 1, il y a beaucoup de stations fermées. Tu vois, donc elle a dû marcher 1 borne et demie et elle était quand même fatiguée. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Et deuxième chose, les Champs-Élysées. Moi, je trouve que c'est très sympathique ce pique-nique et tout. C'est familial, c'est sympathique et tout ça. Enfin, il y a plus d'ailleurs des jeunes que des familles, à vrai dire. Mais en fait, il faut dire que les Champs-Élysées, c'est un coupe-gorge. Donc moi, j'aimerais bien d'abord que les Champs-Élysées soient fréquentables. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'étais jeune, j'allais sur les Champs-Élysées le samedi soir, je me baladais. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est l'avenue la plus dangereuse de France. Et la plus moche. Donc avant de faire des pique-niques, déjà, occupez-vous de la sécurité et après, vous faites un pique-nique. Mais c'est une connerie comme ça bloque le quartier pendant 5 heures et c'est toute la place de l'Étoile. C'est horrible. Non, mais bon, c'est Gilles Verdez qui est toujours à côté de la plaque. Je sais pas. Juste pour revenir sur l'argument de Géraldine, la raison pour laquelle ils ont fait ce pique-nique, c'est pour se réapproprier justement les Champs-Élysées qui sont devenus. Oui, mais dans l'ordre. Mais justement, c'est ça, c'est du foutage de gueule. Merci. C'est bon, on va pas parler 2 heures d'un pique-nique là. C'est bon. Un pique-nique sans herbe, c'est relou. Et votre ami est passé d'ailleurs. Qui? Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle avait ramené des Juste rats. passé. Elle avait ramené de la ratatouille. Merci. Ah non, 23 Anne Hidalgo, tiens. C'est quand on passe d'un génie à l'autre. Gilles Verdez, Anne Hidalgo. Que des noms qui frissonnent dans ma tête comme une sanction. Allez, on va passer tout de suite au témoin du jour. Notre témoin du jour, c'est Tiffaine Ozière. Je vous l'ai dit, elle vient nous voir pour un roman qui s'appelle Assise aux éditions Stock. On est très heureux de la recevoir, Tiffaine Ozière. On est plus content de recevoir Tiffaine Ozière que d'avoir des nouvelles d'Anne Hidalgo. Merci. Merci Tiffaine Ozière d'être avec nous. Allez. Ça nous fait très plaisir de vous voir. Merci. Alors, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Il n'y a que des gens gentils ici. Même moi. Voilà ou pas. On pourrait croire. Vous êtes content vous connaissez Bernard Montiel? Très bien. Voilà. Je suis ravie d'être à côté de lui. Parce qu'il était tout content d'être à côté de vous. On a l'impression qu'il a été à côté de vous en TP de chimie, qu'il allait être heureux d'être à côté de vous. Vous voyez, il en faut peu. Pour être heureux, vous savez, c'est notre balou à nous. Tiffaine Ozière, vous êtes avocate. Alors, est-ce que vous êtes avocate dans quoi? On peut savoir? Je fais du droit des affaires. D'accord, très bien. Je vais avoir besoin de vous. Ah oui? Oui, parce que j'ai des chroniqueurs qui me demandent des augmentations. J'hésiterai pas à leur laisser ma carte. Oui, très bien. Non, mais laissez-les-moi à moi. Je préfère avoir une bonne avocate. Vous êtes aussi la fille de la première dame et la belle-fille du président de la République. On va d'abord parler, j'aimerais qu'on parle de votre livre, Assise, de votre roman, qui raconte le quotidien de Diane, justement, une avocate qui est pénaliste. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce roman déjà? Est-ce que c'est quoi? Vous êtes dit j'ai envie d'écrire ce roman? C'est une idée qui vous est venue comme ça? Comment ça s'est venu? Comment c'est passé? Alors quand on est avocat, on écrit beaucoup, mais des écrits pas très agréables à lire et pas très drôles. Et j'ai eu envie, pendant les années où j'ai pratiqué notamment le droit pénal, au début de ma carrière, j'étais extrêmement touchée par un certain nombre de faits divers et de personnalités que j'ai côtoyées qui m'ont vraiment humainement marquée. Et j'ai eu envie d'écrire la justice et de l'écrire un peu autrement. Parfois, ça répondait à l'idéal que j'avais quand j'ai décidé de faire ce métier. Et parce qu'il y a des décisions que je comprenais légalement en tant qu'avocate, mais qui humainement pouvaient me heurter. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire un peu la justice autrement. Vous racontez l'histoire de plusieurs femmes victimes, parfois, et en tant que victimes, parfois en tant que coupables. Ces affaires sont fictives ou elles sont inspirées toutes d'histoires réelles?
Je me suis vraiment inspirée de faits réels et de personnes qui m'ont marquée, parce que souvent, la manière dont on parle de la justice, c'est des faits divers. Et en réalité, dans un tribunal, on ne juge pas des faits, on juge des personnes. Et j'avais envie d'amener le lecteur avec moi qui se pose la question en se disant, mais si j'étais cette victime, si j'étais cet auteur, si j'étais l'avocat, est-ce que je défendrais tout le monde? Et si j'étais juge ou juré, ce qui peut arriver n'importe qui parmi nous, et ben, comment je déciderais, comment je jugerais? Et donc pour moi, c'était important de s'inspirer de faits réels. En tant qu'avocat, justement, qu'est-ce que vous pensez de la justice française? Ici, dans cette émission, on dit souvent qu'on marche sur la tête. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que Tiffaine Auzière, avocate? Je pense en tant qu'avocate, vous en pensez quoi? Moi, en tout cas, c'est l'idéal pour lequel je me suis engagée, c'est la justice. Maintenant, quand on est... quand on a un idéal, il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que je pense qu'on a la chance d'avoir une justice qui fonctionne. J'avais fait un micro-trottoir où j'interrogeais les gens, leur demandant qu'est-ce que vous pensez de la justice. Et notamment, beaucoup disaient on a la chance en France, par rapport à d'autres pays, d'avoir une justice qui fonctionne, avec notamment une séparation des pouvoirs, où vraiment le juge a toute sa place dans la société. Maintenant, il y a évidemment, comme toute institution, des choses qui peuvent être améliorées. Je pense notamment à la question du délai des procédures. Exactement. C'est vrai que ça, c'est quelque chose sur lequel on revient très très souvent ici et qui est vraiment, qui est vraiment un énorme problème. Vous avez décidé de raconter seulement des affaires qui concernent des femmes. C'est volontaire? Oui, parce que je vous ai dit, je me suis inspirée de personnes qui m'ont marquée et notamment, il y a beaucoup de femmes qui m'ont touchée. Pourquoi? Parce que, au-delà de leur histoire judiciaire, ce qui m'a marquée, c'est les parcours et la résilience. Le titre, voilà, c'est Assise, mais c'est aussi des femmes qui se sont relevées. Et c'est ça qui m'intéressait, parce que ce soit des victimes ou des auteurs, de considérer que le tribunal, c'est pas la fin, mais au contraire, ça peut être le départ pour un nouveau départ. Alors, vous vous attardez particulièrement sur l'histoire de Laura. Laura, une femme qui a tué son conjoint violent. Et ça, c'est un sujet qu'on a énormément traité ici. Et à chaque fois, moi, je me suis fait tomber dessus. Justement, d'ailleurs, j'aimerais avoir votre avis, parce que j'étais... moi, je ne vais pas dire que je cautionnais, mais je comprenais et je disais qu'à un moment, j'étais plus du côté... Voilà, j'étais plus du côté de la coupable que de la victime. J'ai l'impression que c'est que vous êtes un petit peu comme moi, dans votre livre. C'est un roman. Oui, c'est un roman. Voilà. Tout à fait. Non, ce qui est intéressant, justement, c'est que oui, je me suis fait tomber dessus et moi, j'avais ce point de vue. Et dans le livre, l'enjeu, justement, c'est d'amener le lecteur à se dire... Moi, si j'avais été cette femme à ce moment-là, à cet instant de vie-là, dans cette cuisine, qu'est-ce que j'aurais fait avec ce couteau? Et si demain je devais la juger, ce qui peut nous arriver à tous, qu'est-ce que je ferais? Voilà. Et après, ça, je pense que c'est aussi toute la beauté d'une cour d'assises, qui est des jurés populaires, c'est-à-dire qu'on est jugé par ses pairs et on a tous chacun un avis qui peut être différent sur le sujet. Moi, le mien, il est très tranché là-dessus. Et voilà, je ne changerai pas d'avis. Franchement, non, mais c'est vrai que voilà, non, mais voilà, et là on parle encore de la justice, et c'est vrai que parfois il y a des décisions de justice qui nous font bondir ici dans cette émission, voilà, et très souvent. Est-ce que vous trouvez que les violences faites aux femmes sont correctement prises en charge aujourd'hui? Alors je pense que si on parle des chiffres, on peut parler des chiffres des féminicides. Eh ben, ils sont en baisse. Voilà, mais on sait qu'à partir du moment où tant que le chiffre n'est pas zéro, ce sera de toute façon toujours énormes, trop. 134, je parle aussi des violences faites aux enfants, c'est-à-dire quand on sait ce que subissent les enfants, le nombre d'enfants qui décèdent par semaine des coups de leurs parents. Je veux dire, tous ces chiffres-là, c'est toujours beaucoup trop. Maintenant, je pense que l'arsenal juridique a été renforcé. Et quand je parle de l'arsenal juridique, vous avez les téléphones grand danger, les mesures d'éloignement, les délais de prescription qui ont pu être rallongés. Vous avez tout un tas de choses qui ont été faites. Au-delà de ça, au niveau social aussi, avec les places en centre d'hébergement, là, il y a l'aide d'urgence qui a été mise en place pour permettre aux femmes qui le souhaitent de pouvoir quitter et de trouver de manière temporaire un logement. Donc il y a des choses qui ont été faites, mais je crois qu'au-delà de l'arsenal juridique, si je devais donner un exemple, aux États-Unis, sur des meurtres, vous avez la peine de mort, ça n'empêche pas qu'il y ait de nouveaux crimes. Et je pense qu'on peut renforcer l'arsenal juridique, ça a été fait, ça continue de se faire, mais il y a un sujet au-delà de ça qui est éducationnel sur le rapport qu'on a tous à la violence et le rapport aussi, et l'éducation dans le rapport des hommes vis-à-vis des femmes. 55 féminicides depuis début 2024, c'est bien sûr inadmissible, c'est un chiffre qui nous fait tous bondir. Tiffaine Auzière, est-ce que vous êtes la fille de Brigitte Macron, est-ce que votre vie a complètement changé depuis 2017? Est-ce que votre vie, c'est plus la même? Est-ce que vous êtes... ou est-ce que vous j'ai l'impression, à chaque fois que je vous vois, en télévision, quand je vous vois, j'ai l'impression que ça glisse sur vous, vous êtes complètement imperméable à tout ça, que vous faites votre vie,
que vous vous en fichez totalement de ce que peuvent dire les gens. C'est ce que j'ai comme impression. J'ai pas l'impression du tout que ça ait changé votre vie. L'analyse me paraît assez juste, effectivement, Cyril. Après, je crois que j'ai peut-être une chance, c'est que quand l'élection se passe en 2017, j'ai déjà terminé mes études, j'ai créé mon cabinet, j'ai une famille derrière moi. Donc je pense que tout ça, c'est des garde-fous pour continuer à vivre de la même manière que je le faisais avant, finalement. Moi, je vais vous raconter une anecdote, moi, qui est sur Emmanuel Macron. Une anecdote que je n'ai jamais racontée. Je crois que je n'ai jamais raconté celle-ci. Il m'arrive un truc de fou. Un jour, je rentre d'un prime time. Je rentrais, à l'époque, on faisait des prime time, on avait énormément d'argent. Et je rentre d'un prime time et j'ai un SMS d'un monsieur qui me dit, voilà, on a un ami en commun qui m'a donné votre numéro, je suis Emmanuel Macron, etc. Je suis aux finances. Bon, je savais qui c'était quand même, je n'étais pas quand même un abruti total. Et il me dit, voilà, là, ça y est, là, je vais me présenter aux élections, j'ai envie, je veux être président de la République. Et moi, je me rappelle, je lui avais répondu, on était en 2015, je crois, ou 2016. Et je lui dis, donc c'est quoi? C'est pour 2024 2022. Je dis, c'est pour 2022. Il me dit, non, c'est pour 2017. Je dis, ah bah, vous avez de l'espoir. Je vais réussir. Si, je vais y arriver en 2017 et tout. Je dis, ah bah écoutez, franchement, déjà, c'est fort de dire que vous allez y arriver. Voilà. Et c'est vrai qu'il m'avait dit qu'il y croyait déjà pour 2017. Alors, en termes de notoriété et tout, c'était un truc de fou. C'est-à-dire que il a été pas, voilà, vitesse. Et c'est un truc de fou. Donc c'est vrai qu'en 2017, c'est pour ça que je vous raconte cette histoire parce que c'est vrai que c'est arrivé très soudainement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, voilà, c'est-à-dire que 2017, ça s'est joué en 6 mois. Ça a été vraiment en 6 mois, on a vu le déferlement. Mais c'est vrai qu'avant, même moi, je vous dis, à un moment, j'ai dit non, mais j'ai failli lui dire réoriente 3 vers autre chose. Voilà, je t'aime beaucoup, mais voilà. Il était inconnu. Non, mais c'est vrai que c'est fou. Donc c'est vrai que ça a été très soudain, en fait. C'est pas comme. Il y a des la carrière Macron, elle a été fulgurante. Non, mais c'est vrai. Ah bah oui. Et donc vous, c'est du jour au lendemain comme ça, vous avez continué votre vie tranquille. Oui, et puis après, je crois, le jour où il nous a parlé de ses projets, de son choix, il a eu la délicatesse de demander aux membres de la famille ce qu'ils en pensaient, parce qu'il avait conscience que ça pouvait être un bouleversement. Et je me rappelle avoir eu une discussion avec ma sœur qui m'avait dit « Tu crois que ça va le faire ?» Et j'ai dit « J'ai aucun doute ». Ah ouais, c'est vrai? Ah, vous aussi? Ouais. Vous auriez dû m'envoyer un SMS. Je vous aurais dit, non, mais c'est vrai que c'est un truc de fou parce que aujourd'hui, les gens, est-ce que vous mettent dans votre travail, est-ce qu'ils vous voient comme une avocate, voilà, ou est-ce qu'il y a des gens qui vous parlent de votre maman, de votre père ou pas du tout? Alors ça dépend dans quel cadre. Après, je pense qu'on a tous fait l'expérience à un moment ou un autre dans sa vie d'être le mari, la femme, le frère, la sœur de quelqu'un. Donc moi, je le prends plutôt avec humour. Dans mon travail, pas du tout, parce que c'est ce que je vous dis, le cabinet ayant été créé avant, et voilà, j'avais des relations d'affaires qui étaient préalables. Après, dans d'autres cadres, par exemple, quand je suis dans les Hauts-de-France, où les gens reconnaissent facilement la famille, etc. Mais c'est plus de manière amicale, où les gens viennent dire j'ai tel souvenir avec voilà, votre maman, vos grands-parents, etc. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous vois souvent dans les émissions, je vous suis un petit peu, j'ai regardé un petit peu tout ce que vous faites, et j'ai l'impression que rien ne vous touche, même. Est-ce que vous êtes touché parfois sur ce qu'on peut dire, sur ce que peuvent dire des gens, sur Emmanuel Macron, sur votre maman, sur le couple, ou pas du tout? C'est-à-dire que maintenant, ça y est, vous êtes immunisé. Alors, je pense qu'il faut apprendre et en tout cas à faire une distance. Les gens ont un intérêt pour la chose publique, pour la politique, pour la personne du président et de sa femme. Je comprends cette curiosité. Après, quand les mots deviennent durs ou qu'il y a de la violence verbale, physique... J'essaye déjà de protéger. Moi, j'ai 2 enfants qui sont petits. Ouais. Donc ça, c'est un impératif pour moi. Et je ne réagis pas parce que sinon, je pense que je pourrais réagir à peu près tous les jours et que j'ai autre chose à faire. Les seules fois où je réagis, c'est quand j'estime qu'il y a une limite qui est passée. J'avais réagi quand il y avait eu des attaques, notamment sur le physique de ma mère de la part d'un président, parce que je trouve... Le président brésilien. Ouais. Voilà. Et... J'avais fracassé aussi. Je l'avais fracassé dans l'émission, vous vous rappelez ou pas? Depuis, je ne suis plus jamais retourné au Brésil. Terminé. Vraiment. Là, voilà, cette fois-là, j'étais intervenue parce que ça m'avait marqué, et notamment parce qu'on parlait d'éducation et du rapport à la violence. Et je pense que si on demande aux gens d'être exemplaires, il faut que les élites et les présidents le soient. Lui, c'est quand même...
est spécial. Lui, il ne faut même pas en faire cas. Moi aussi, je l'avais fracassé ici. Voilà, mais bon, on va en reparler dans un instant de tout ça. Vous restez avec nous, Tiffaine Ozière qui reste avec nous, puis il y a Michel Marie aussi qui arrive, bien entendu. Et puis vous pourrez poser des questions à Tiffaine si vous voulez. Vous me les poserez d'abord et je verrai si je suis posé. Merci d'être avec nous. Il est 20h45. On est en direct. Tiffaine Ozière est notre invitée assise aux éditions Stock. Un roman vraiment à lire absolument. On entre dans les C'est bientôt les vacances en plus. Moi, par exemple, j'adore bouquiner. De la piscine. Détendre un peu, comme le doigt de pied en éventail sur une chaise longue. Non, franchement, bravo Tiffaine, parce que j'aime votre courage aussi, parce que c'est courageux d'écrire un livre. Et surtout dans votre position, et bravo à vous. Vous avez hésité avant de le faire ou pas? Vous vous êtes dit, ouais, on va me tomber dessus, etc. ou pas du tout? Vous avez foncé, vous êtes dit. Quand j'ai écrit, je ne savais pas s'il sortirait de mon ordinateur. Ouais. J'ai longtemps hésité, j'ai tenu le projet absolument secret. Et c'est une rencontre, parce que dans le livre, je parle aussi des rencontres, celles qui grandissent et celles qui détruisent avec l'emprise. Et là, au contraire, c'est une rencontre de quelqu'un qui est agent littéraire, qui m'a dit « Montre-moi ce que tu as écrit ». Et je lui ai dit « Ok, tu m'égratines, tu ne m'épargnes pas, tu me dis ce que tu penses ». Et elle m'a dit « On y va ». Et elle m'a présenté la maison Stock, qui m'a dit « On y va ». J'ai dit « Laissez-moi juste le temps de prévenir mes proches. Je veux d'abord les mettre au courant ». Vous avez prévenu qui en premier? J'ai prévu effectivement ma maman très rapidement, parce que c'était important pour moi. C'était important pour moi d'avoir son avis. Elle l'a lu? À la fois en tant que maman et professeure de français. Elle l'a lu? Elle l'a lu? Elle l'a lu, bien sûr. Elle l'a lu tout de suite. C'est la première. De lecture ou pas? Ça m'a rappelé quand elle me faisait réviser le bac français. C'est ça. Ça lui a plu? Ça lui a plu et c'était extrêmement touchant parce qu'elle m'a dit je m'en veux en tant que maman et enseignante de ne pas avoir détecté ton goût et ton talent pour l'écriture. Ah ouais. C'est un beau compliment. Ouais. Et le président, il l'a lu ou pas? Et le président, il l'a lu, il a beaucoup aimé aussi. Ah ouais. Le style d'écriture, et il a trouvé que c'était prenant et ça a touché à des thèmes pour lesquels il s'est engagé, donc ça lui a plu. Ah bon, vous voyez ou pas? Donc, ça a plu aussi à Gilles Verdez. Voilà, donc, adoré. Quand on a Brigitte Macron, Emmanuel Macron et Gilles Verdez, normalement c'est un succès littéraire. Dans les statistiques, normalement ça marche toujours. C'est un avantage ou c'est un handicap d'être la fille de la première dame? Je vous allez me dire, ça dépend, je pense. Il y a des moments. Moi, je pense que c'est peut-être plus dans la vie de toujours, c'était plus chiant. Donc. Ça revient aussi. On m'avait posé la question pourquoi ne pas écrire sous pseudo et pourquoi garder le nom, effectivement. Oui, et j'avais pas du tout l'intention de me cacher. Pour moi, c'est important. En plus, c'est le nom de mon papa. Et j'avais très envie, effectivement, d'écrire sous mon nom parce que c'est quelque chose que je veux laisser à mes enfants. Quand on est engagé, il faut le faire pleinement. Et après, est-ce que c'est un avantage ou un handicap? J'allais vous dire que les gens, parfois, vous assimilent à un clan sans vous connaître. Et ça peut déchaîner les passions dans un sens comme dans un autre de manière déraisonnable avec des gens qui vous aiment sans raison et des gens qui vous détestent sans raison. Donc, on apprend à vivre avec. Exactement. Ouais. Vous avez déjà eu un truc? Alors, je vais vous dire, parce que moi, il peut m'arriver n'importe quoi. Par exemple, je suis au péage, à un moment, la carte passe pas, il y a un mec derrière. C'est pas parce que tu fais de la télé que... Est-ce que vous, c'est pareil? Est-ce qu'il y a déjà des fois des gens qui vous disent ouais, mais c'est pas parce que t'es la fille d'eux? Est-ce que ça arrive ou pas du tout? Non, on me l'a pas encore fait. Mais peut-être que grâce à vous, demain, Franchement, j'espère pas. J'espère pas que cette émission aura servi à ça. Depuis plusieurs mois, Tiffaine, votre maman, Brigitte, que j'embrasse d'ailleurs, Brigitte Macron, est victime de rumeurs complotistes affirmant que votre mère serait une femme transgenre. Alors ça, moi, c'est le truc qui m'a le plus énervé aussi cette année. Je me suis beaucoup énervé là-dessus. Franchement, on n'en peut plus de ces bêtises. Non mais franchement, c'est insupportable en fait. C'est insupportable. Vous savez qu'ici, je donne la parole à tout le monde. On essaie d'écouter le maximum de gens sur des théories, même parfois farfelues. Mais là, c'est dans un autre cadre, ça me rend fou. Et quand je vois des gens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à ne parler que de ça, c'est insupportable. C'est vraiment et des gens qui font des vrais débats là-dessus, ça me rend fou. Excusez-moi, c'est la bêtise humaine à son paroxysme. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous livrer un scoop, Cyril. Oui. C'est que, comme toutes les personnes ici, je suis née d'un papa et d'une maman. Oui. Voilà.
Ma maman est en photo derrière vous. Mon papa, malheureusement, n'est plus là. Et ce que je pense de ça, encore une fois, je laisse courir de la même manière qu'on dit qu'on est gouverné par des reptiles, que la Terre est plate. Parce que pour moi, c'est au même niveau. La seule chose que ça dit, et je trouve ça assez inquiétant de la société, c'est que c'est toutes les victimes collatérales. Il y a les victimes directes. Là, on peut penser effectivement à ma mère qui reçoit ce genre de choses avec ses proches. Et puis, il y a aussi les victimes, pour moi, les autres indirectes. Et je vois beaucoup de gens, par exemple, qui viennent me voir au cabinet sur les sujets d'emprise en disant « j'ai un membre de ma famille qui est isolé parce qu'il croit aux fake news ». Et il s'est isolé tout seul parce qu'il n'y a plus de contact, il n'y a plus de prise avec cette personne. Et finalement, quand j'entends des gens, encore aujourd'hui, malgré toutes les preuves, je pourrais vous apporter mon état civil, ça ne changerait rien, malgré toutes les preuves qui vont continuer à croire ça et qui sont isolés. Et là où j'en veux, c'est plus à ceux qui véhiculent ce type de fausses informations parce que voilà, ils heurtent à la fois les victimes directes et les victimes indirectes. Et de la même manière que, comme les personnages du livre, on peut tous se retrouver devant un tribunal, on est étonné de se rendre compte des gens qui peuvent être touchés et qui peuvent du jour au lendemain se mettre à croire des théories, celle-ci ou d'autres. Non mais c'est insupportable ça, moi vraiment, ça je vous dis, ça m'en fout, ça la blesse votre maman ou ça y est, elle est tellement au-dessus, elle s'en fout un peu. Alors, je ne répondrai pas pour elle, parce que je ne suis pas à sa place et nul ne plaide par procureur, mais en tout cas, je pense qu'elle est suffisamment occupée entre ce qu'elle fait avec les enfants malades ou live les décrocheurs scolaires pour avoir autre chose à faire que de passer son temps là-dessus. Et puis l'affaire est devant les tribunaux et on fait confiance à la justice. Non, mais c'est insupportable. Est-ce que vous avez des questions pour Tiffaine Gilles Vernet, je crois que vous en aviez. Moi, c'est sur le secret que vous avez gardé quand vous avez écrit. J'avais vu ça m'a marqué. Pourquoi? Vous aviez peur du regard de votre mère, peur du regard du président de la République ensuite. C'est quoi la démarche de garder ça secret? Même vous leur mentiez quand ils vous demandaient mais qu'est-ce que vous faites? Vous disiez je suis en train de faire mes rapports pour mon cabinet, etc. Alors, vous n'avez pas complètement tort, parce qu'effectivement, cet été, je disais que je préparais des dossiers de plaidoirie. J'avais besoin de garder ça pour moi, parce que je ne savais pas encore si je voulais le rendre public ou pas. Et même si j'avais envie de le communiquer à mes proches, je crois que c'était vraiment une aventure très solitaire, l'écriture. J'avais besoin de le faire par rapport à ces personnes que j'avais connues, à ces dossiers qui m'avaient marqué. Et je voulais laisser totalement libre cours à mon écriture sans avoir aucune influence extérieure. Vous aviez peur d'une interdiction de leur part, par exemple, qui vous disent non, n'écris pas, c'est pas le moment, c'est pas. Non, jamais, parce qu'ils n'ont jamais été dans cette logique quelconque d'interdiction. Ça n'a jamais. C'est plus moi en termes d'autocensure. J'avais pas envie de, parce que parfois quand on se lance dans des projets, moi j'ai pas fait des études pour être écrivain, on peut assez vite, en étant influencé par l'extérieur, s'auto-censurer, et c'était plutôt ça que je voulais éviter. Le président, il vous demande votre avis sur des choses qu'il a faites. Je pense que comme dans toutes les familles, on a des repas de famille animés. C'est animé, ah ouais. Ouais, on parle de tous les sujets. Comme chez moi. Je sais pas de quoi vous parlez chez vous, mais. On parle que de la LFI chez moi. Et là, il y a des poulets qui partent dans la dette. Non, nous, c'est le problème. Nous, dès qu'on a un problème, dès que ça nous met des boutons. Non, mais c'est vrai. Donc c'est vrai, vous parlez de sujets. On ne parle pas que de la LFI. La dernière fois, il a fait un match de foot caritatif. On a parlé de ses actions brillantes sur le terrain. C'est ça. J'ai vu le pénalty. Exactement. Non, mais c'est-à-dire, vous pouvez parler de la retraite, l'âge de la retraite, tout ça et tout. Oui. Après, je pense que si on commence à parler de l'âge de la retraite, on va perdre toute la jeune génération. Parce que les enfants s'intéressent beaucoup moins. On ne va pas en parler ici, c'est bon. Oui. Une question sur Bernard Montiel. C'est une vraie question. Il est très fier de votre amitié avec vous, avec votre maman. Il s'en vante même régulièrement. Est-ce que vous êtes réellement proche? Pas du tout. Si. Non, mais parce que tu es fier. Est-ce que vous êtes proche? Est-ce que vous savez qui il est, ou bien est-ce que c'est un fan zouze? Ou est-ce que c'est un fake? Un fan zouze. Je sais pas, il paraît que chez vous, c'est le porte-parole du gouvernement. Donc je ne vais pas dire de bêtises. Non, effectivement, c'est quelqu'un que j'estime et que j'apprécie beaucoup, Bernard, et je ne suis pas la seule. Sachez que je vous ai fait une compile de ses apparitions dans Sous le Soleil. C'est mon cadeau perso. Que j'ai beaucoup regardé quand j'étais plus jeune. Très bien. Dernière question. Oui, bonsoir. Alors moi, j'ai lu votre roman, effectivement, comme beaucoup ici, et il est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous êtes une bonne avocate, mais je sais que vous êtes un grand écrivain, parce que c'est un premier roman extrêmement maîtrisé, autopsique, à la fois clinique, et qui, moi, m'a fait poser des questions aussi sur la justice, parce qu'on en parle beaucoup ici tous les soirs, et c'est vraiment loin d'être une version un peu binaire, un peu noir et blanc, et voilà, il y a toute cette complexité, et je trouve que c'est vraiment un bel état des lieux sur la justice.
Et comme vous voyez la politique de très près depuis maintenant quelques années, est-ce que vous, personnellement, ça vous a donné envie de faire de la politique, de vous engager en politique? Voilà, pourquoi pas un jour garde des Sceaux, voilà, je sais pas. Alors, en tout cas, je vous remercie quand vous parlez de c'est pas noir ou c'est blanc, parce que c'était vraiment l'idée, c'est de tracer ce clair-obscur et ce basculement dans la vie où on peut tous tomber et se relever. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup au travers du livre et des personnages. Quant à la politique, non, pas du tout. J'ai soutenu des idées et des hommes. D'abord, effectivement, mon beau-père dans la campagne. Ensuite, Thibaut Guilluy sur le territoire des Hauts-de-France, qui est maintenant à la tête de France Travail, parce que c'est un des pionniers de l'économie sociale et solidaire. Et donc, j'aime soutenir des idées et des parcours, mais à titre personnel, non, je vois ce que c'est la charge, ce que ça implique, et je pense que ça fait partie des métiers les plus difficiles et que je ne souhaiterais pas exercer. Tiffaine, 2027 arrive à grands pas. On sait que Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Est-ce que vous redoutez l'après 2027 ou est-ce que pour vous dites ça va me faire du bien? Alors, à titre personnel, encore une fois, je vous dis, comme ça n'a pas changé avant, pour moi, ça ne changera pas après. Finalement, on aura plus de temps, sans doute, avec lui, et ça, je m'en réjouis. Vous avez un petit préféré dans le gouvernement ou pas du tout? Gabriel Attal, il est bien. Moi, j'aime beaucoup Gabriel Attal. Ouais. Après, moi, je suis du Schnorr, donc j'aime bien aussi Gérald Darmanin. Bravo. Voilà. Ça tombe très bien. Gérald Darmanin. Voilà. C'est la solidarité des gens du Schnorr. Voilà. Ah oui. Bah voilà, Gérald Darmanin. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, merci. Merci. Merci Tiffaine Auzière d'avoir été avec nous. On rappelle votre roman Assise, Tiffaine Auzière aux éditions Stock. Et merci d'avoir été avec nous. Merci. Allez. On va passer au gros dossier. Les chéris, on va passer au gros dossier. On va parler de Coé dans un instant, de Pierre Palmade aussi tout de suite, puisque Pierre Palmade renvoyé en procès pour blessure involontaire. Voilà, on passe. Voilà, Michel Marie qui vient d'arriver. Merci. Bonjour. Vêtu admirablement, avec des matières très nobles toujours. On va parler donc de Pierre Palmade dans un instant. Il a toujours des matières très nobles. Merci à vous. On parlera de Coé également et on aura toutes les révélations sur cette affaire Coé qui est folle, cette affaire. Et Gilles et Michel nous diront tout ça. Pour le moment, Pierre Palmade renvoyé en procès pour blessure involontaire. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe simplement que c'est le terme de l'information judiciaire. Ah, merci alors. C'est le terme de l'information judiciaire. En d'autres, on a choisi la qualification, c'est-à-dire que le parquet voulait qu'il soit poursuivi devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Et la juge d'instruction en a décidé autrement. D'ailleurs, elle décide autrement par rapport au parquet depuis le début. Le parquet voulait le mettre en prison, elle a tout fait pour qu'il n'y aille pas. Et là, le parquet voulait qu'il soit poursuivi pour homicide involontaire et elle le poursuit pour blessures involontaires, considérant que la mort de l'enfant, cet enfant n'ayant pas vécu, n'avait pas d'existence au niveau de l'état civil, on ne peut donc pas tuer quelqu'un qui n'existe pas. Très bien, donc voilà, l'affaire avance, mais bon, c'est quelque chose qu'on attendait depuis assez longtemps. Depuis le début, il y a eu tout un tas de rebondissements, on en est tous les témoins, et là c'est le terme de l'information judiciaire. Le procès devrait avoir lieu à la rentrée en septembre. La date n'est pas encore fixée, mais a priori ça devrait être entre septembre et Noël. Merci. Vous êtes réveillé là derrière ou quoi ? Pardon ? En forme là, ça va ? Ça va, très bien. Très bien, merci. Il risque 14 ans de prison, Cyril. Ouais. Quoi ? Il risque 14 ans de prison et 200 000 euros d'amende parce qu'il est en état de récidive légale. Alors, blessure involontaire, c'est 7 ans parce qu'il y a des circonstances aggravantes, mais en état de récidive légale, ça double. Donc, théoriquement, voilà, il risque 14 ans de prison. Enfin, il a récidive sur le stup. Oui, j'ai pas dit. Je suis réveillé. Va pas me mettre Michel de mauvaise humeur. Oh, mais c'est bon, Michel, ça va, hein. Pas parce qu'il est devenu beau gosse, on peut lui dire. C'est réveillé du mauvais pied. Non, mais je précise que c'est pour les stups. T'as bien raison, Michel, ne laisse pas dire des conneries. Heureusement que t'es là. On va revenir maintenant sur l'affaire Coé, qui a connu un énorme rebondissement ces dernières heures, puisqu'il a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs. On va vous faire les 10 révélations, puisqu'on a énormément d'infos à vous donner ce soir, parce que j'ai écouté toutes les chaînes ce week-end, je vous ai raté, j'ai pas
on n'a pas compris en fait ce qui s'était vraiment passé. Donc on aura les 10 infos. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste, Michel, de quoi est accusé Coé? Parce que c'est vrai que nous, on a été abasourdis par cette affaire. Sébastien Coé a été poursuivi depuis novembre 2022. Son nom circule à la fois sur les réseaux sociaux et également par le biais d'une plainte de celle qu'on prénomme Julie, qui se plaint d'avoir été violée à 2 reprises. Une fois en 2014. En 2014, merci Gilles, et une autre fois en 2022. Cette jeune fille, à l'époque, en 2014, avait 15 ans et elle en a aujourd'hui 25. Donc l'affaire commence comme ça. Sébastien Coé est victime d'une cyberattaque quelque part, c'est-à-dire reçoit des messages infamants. Il va déposer des plaintes et puis on prend aussi en considération la plainte de cette fameuse Julie et d'autres plaintes. Là, il y aura une avalanche de plaintes puisqu'il y a 7 personnes en tout qui se sont manifestées, qui ont déposé plainte, soit pour agression sexuelle, soit pour viol. Donc toutes ces plaintes ont été analysées, ça a pris du temps, des juges d'instruction se sont penchés sur ce dossier et la semaine dernière, Sébastien Coé a été convoqué par la brigade de protection des mineurs, brigade des mineurs. Ça, on va revenir là-dessus parce qu'on aura les 10 informations. D'accord. Dans un instant. Juste, on a la première réaction, une réaction d'exclusivité de Julie. Qu'on a eu aujourd'hui, que nos équipes ont eu aujourd'hui au téléphone, elle réagit à la mise en examen de Sébastien Coé, de Coé en exclusivité pour TPMP. Écoutez ce qu'elle dit. Pour moi, ça a été un réel soulagement de voir cette mise en examen. Ça prouve que je n'ai pas menti, ça prouve que les autres victimes n'ont pas menti non plus. C'est une première victoire, une première reconnaissance, et la justice finira par redonner son verdict puisqu'il y aura encore une enquête, mais ça veut dire qu'ils avaient assez d'éléments pour le juger. Mais en tout cas, je suis déjà soulagée de cette première victoire. J'en pleurerais presque. Elle dit également qu'elle a du mal à se reconstruire, qu'elle souhaite une confrontation avec Coé. Regarde. J'attends une confrontation. Je veux vraiment pouvoir le regarder dans les yeux et lui dire ce que j'ai à lui dire. Je veux juste maintenant passer à autre chose. Parce que c'est très dur psychologiquement. C'est très dur à se reconstruire après tout ça. Et tous ceux qui m'ont traité de menteuse, franchement, ça remue, ça fait de la peine. Alors, on va revenir sur toute cette affaire et nos 10 révélations sur l'affaire. La première révélation, il aurait donc choisi de garder le silence devant la juge, hein, Gilles. Absolument. Donc la garde à vue s'est passée difficilement et après il a été présenté à 2 juges d'instruction et comme il en a tout à fait le droit, il a choisi de garder le silence. Alors on pense que comme la garde à vue a été compliquée pour lui, il n'a pas eu envie de répéter ce qu'il avait dit, de se voir confronté de nouveau aux déclarations de tous les gens qui avaient témoigné devant la brigade des mineurs et il a choisi le silence pour peut-être plus tard donner ses explications, etc. Mais on pense qu'il s'est complètement fermé, bloqué face au juge. Rien. Source affirme qu'il aurait énormément pleuré devant la juge. Oui, la garde à vue a été très compliquée pour lui. Oui, la garde à vue a été très compliquée, c'est-à-dire qu'il a été abasourdi. N'oublions pas qu'il se présentait de manière libre devant la brigade des mineurs. Il a été placé en garde à vue 48 heures, garde à vue très très compliquée. À un moment, il n'a plus voulu s'expliquer, il niait. Ça s'est mal passé, il faut le dire, avec les enquêteurs de la brigade des mineurs. Et puis, après les 24 premières heures, il a commencé à s'effondrer, à faiblir. Et face au juge, effectivement, il a pleuré, il était complètement effondré et abasourdi de l'ampleur qu'a pris l'affaire. Il ne s'y attendait pas du tout. Personne n'a de ses nouvelles. Deuxième information, personne n'a de ses nouvelles depuis la fin de la garde à vue. Il est complètement retranché, ce qui est aussi tout à fait son droit. Mais il est extrêmement choqué, ainsi que ses proches, que sa compagne. Encore une fois, il ne s'y attendait pas du tout. Pour le moment, il ne communique pas. Il essaye de digérer. Il communique avec ses avocats pour faire appel, on y reviendra, du contrôle judiciaire. Mais il est extrêmement choqué. Il est dévasté. Voilà le mot que l'on m'a employé. Troisième information. Il a missionné 3 proches pour gérer ses affaires. Oui, il est plus en état de gérer lui-même. Il y a sa société Be Aware donc qui va assez mal.
puisqu'il n'y a plus de travail pour cette société. Les 24 membres de la société ont été licenciés. Donc du coup, il a mandaté des gens pour tenter de trouver des solutions. Est-ce que ce sera trouver des clients, assurer la survie de l'entreprise? Voilà, on n'exclut pas une cessation d'activité de cette société assez rapidement, Cyril. Quatrième info, Énergie aurait voulu garder les équipes de Koé, ce qu'il a refusé. C'est tout à fait vrai. Alors, on a deux sources. Énergie a dit, voilà, il y a 24 personnes dans BeAware. Sans Koé, Monsieur Sébastien Koé, sans vous, on vous propose de donner du travail à ces gens. Il a refusé sur le thème de « S'il y a continuité, c'est avec moi. Sans moi, il n'y a pas de continuité ». Ce qui, une fois que ça a été révélé, parce que au début, beaucoup de membres de sa société n'ont pas eu connaissance de cette information. Quand ils l'ont apprise, quand ils ont entendu ça, ils sont entrés dans une colère noire. Et selon nos informations, un ancien membre de son équipe, aurait même porté plainte contre lui. Voilà, il y a un mécontentement global en estimant que Koé, en quelque sorte, par ce refus vis-à-vis d'Énergie, a empêché cette personne. Il pensait revenir, pour ça aussi. Lui, il pensait... Ah non, mais je ne juge pas. Bien sûr, lui, il pensait revenir. Il faut se souvenir que lui, au début, pour lui, c'était d'un commun accord une cessation provisoire de son émission et qu'il pensait revenir. D'ailleurs, quand il a appris qu'il ne revenait pas, c'est là qu'il a attaqué au tribunal de commerce. Il a été débouté, mais il a fait appel. Cinquième information, et elle est importante, on en sait plus sur les accusations d'agression sexuelle. Parce qu'on n'a rien de concret. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? C'est ça qu'on aimerait savoir. Absolument. Ce qui a été très étonnant, en fait, c'est qu'on n'a pas détaillé ce qui s'est réellement passé. Ah oui. Et voilà. Donc, il y avait des plaintes. Michel le soulignait. Il y a eu plusieurs plaintes, mais à la fin, Cyril, ce qui a été retenu contre lui lors de la mise en examen ne correspond pas tout à fait aux plaintes initiales. Parce qu'entre les plaintes initiales et l'audition face à la brigade des mineurs, d'autres victimes présumées sont intervenues et ont contacté la brigade des mineurs. Voilà. Donc, il est mis en examen pour 4 faits. Viol sur une adolescente de 16 ans en novembre 2014. Quand on dit viol, c'est vraiment... C'est viol sur une adolescente de 16 ans. Oui, absolument. C'est l'affaire de Julie qui avait témoigné ici. Ils entrent en contact, elle va le voir à Genève. Il lui impose, selon elle, il est mis en examen, une fellation. À ce moment-là, novembre 2014, mis en examen pour ça. Par rapport à Julie, il y a également une affaire qui s'ajoute, c'est corruption de mineurs. Cette corruption de mineurs, elle est établie pour les enquêteurs entre 2014 et 2016. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez qu'on avait dit au début, et Julie avait été impactée par ça, oui mais Julie, pourquoi avez-vous gardé contact avec Koé? Eh bien les enquêteurs ont retourné ça. Ils disent aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle voulait garder contact, c'est qu'elle était sous emprise. Et quand c'est une emprise par rapport à un mineur, 2014-2016, avec des messages, une volonté peut-être, selon les enquêteurs, de la faire taire, ça s'appelle corruption de mineurs. Donc il est mis en examen pour ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une main aux fesses durant une séance photo? Est-ce que c'est ça qui est important? Oui, alors, donc, il y a viol sur une autre jeune fille de 15 ans et une agression sexuelle en décembre 2012 sur une jeune fille de 17 ans qui serait effectivement une main aux fesses. Alors, on n'a pas beaucoup de détails, mais... Une séance photo, je crois. Lors d'une séance photo. Une séance photo. Voilà. C'est ça, c'est une main aux fesses durant une séance photo? Oui, ça, c'est la 3e mise en examen. Ces 3 affaires-là, dont on vient de parler, concernent des mineurs. Et il est aussi mis en examen pour un viol sur une femme majeure de 38 ans en 2011 à Paris. Voilà. Alors, il peut y avoir d'autres plaignantes qui se manifestent. L'instruction judiciaire établira pour les autres plaintes qui ont été jugées comme prescrites, s'il y a une prescription glissante, c'est-à-dire si les juges y reviennent. Mais pour le moment, voilà les 4 faits que l'on reproche à Sébastien Koé. L'autre info, ça concerne ces 100 000 euros. Koé ne comprend pas qu'on interdise d'exercer son métier et qu'on lui demande 100 000 euros. Comment il va faire? Est-ce qu'il les a payés, les 100 000 euros? Non, à notre connaissance, c'est très compliqué pour lui de les payer. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas été en prison. Ça s'est passé vendredi. Toute l'après-midi de vendredi, on s'est demandé s'il allait être mis en détention provisoire. Finalement, il a obtenu, si je puis dire, ce qu'on appelle une caution pénale. C'est-à-dire que en échange d'un contrôle judiciaire très très strict, on va y revenir, et de 100 000 euros de caution, il est resté libre. Mais à notre connaissance, il a du mal à payer ces 100 000 euros de caution, ce qui explique aussi pourquoi ses avocats entendent faire appel de ce contrôle judiciaire très strict. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans le contrôle judiciaire. Il doit pointer au commissariat. Il ne doit tous les jours?
Toutes les semaines? Je crois que c'est chaque semaine. D'accord. Il ne peut entrer, bien entendu, en contact avec aucune des personnes ayant déposé plainte. Et il a une obligation de soins, un suivi de soins. Voilà. Et il ne peut pas, interdiction d'exercer certaines activités pour éviter la réitération des faits. Il ne peut plus être animateur radio. Si jamais il voulait l'être et si une station désirait l'embaucher en ce moment, il n'en a pas le droit. D'anciens collaborateurs ont été entendus également. Ça explique aussi ce que je viens de dire. C'est le point suivant. 10 membres de son équipe, au moins, ont été entendus, dont plusieurs femmes. Ces femmes ont été entendues par la brigade des mineurs depuis plusieurs mois. Les questions étaient extrêmement précises. Les gens qui ont été entendus ont même été étonnés de ce que savaient, c'est leur boulot, mais les enquêteurs de la brigade des mineurs. Et les questions étaient extrêmement précises. Avez-vous constaté, au moment de votre embauche, ou avez-vous été mis au courant au moment de l'embauche d'autres personnes d'avances sexuelles qui leur auraient été faites? Avez-vous vu des avances commises par Sébastien Coët par rapport à des femmes ou jeunes femmes du public? Avez-vous remarqué, lors de toutes ces années, une addiction au sexe de Sébastien Coët? Avez-vous connaissance des pratiques sexuelles de Sébastien Coët? Et là, ça a été très très loin parce que on a posé des questions directes. Je vais vous les donner, des questions directes à certaines personnes. Avez-vous entendu parler du fait que Sébastien Coët pourrait pratiquer la sodomie? Avez-vous entendu parler de pratiques liées à l'urologie? Voilà, c'est des questions très directes. Hein. Je ne fais que rapporter des questions qui ont été posées à certains membres de l'équipe par les enquêteurs. Donc les questions ont été extrêmement directes, si je puis dire extrêmement brutales. Et les collaborateurs ont répondu. Alors, contexte global, je ne rentrerai pas dans les détails, mais globalement, les membres de l'équipe ont été assez durs avec Sébastien Coët. Ah. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Ce qui a renforcé. C'est quand même incroyable, ça, les mecs, hein, derrière. Non, mais c'est fou, ça, excusez-moi, c'est fou. C'était des questions précises. Moi, ce qui m'interroge, et ce qui interroge certainement les téléspectateurs, c'est que moi, j'ai vu Sébastien Coët arriver tout sourire et qu'il était persuadé qu'au contraire, tout allait bien se passer, et qu'on voit que là, c'est un énorme cauchemar pour lui. Comment ça se fait, ça? C'est incroyable, parce qu'il était quand même au courant des faits ou pas. Comment ça a pu se transformer en cauchemar comme ça? Ça se transforme en cauchemar parce que lui, il répond à une convocation de la brigade des mineurs parce qu'il avait demandé longtemps avant à être entendu par les policiers pour se justifier, pour s'expliquer, répondre aux questions. Et en réalité, c'était pas du tout ça. Il était convoqué, c'est-à-dire qu'ils lui ont fait l'économie d'aller le chercher à 6h du matin. Oui, mais non, mais c'est pas ça. Moi, si. La question que je vous pose. Il est dans un déni, il a conscience de ce qu'il a fait. Pour être dans le déni, il faut. Non, mais il est dans le déni, c'est quoi? C'est pas possible. Comment un mec, il se dit j'ai rien fait, et moi, je veux le dire, tous les gens qui l'ont eu au téléphone, et tout le monde dit, et il était sûr de lui, il disait vraiment, mais je n'ai rien à voir là-dedans, toute la lumière va être faite, ça va être, et je vais être lavé de tout soupçon. Et aujourd'hui, se retrouver dans une telle situation, c'est impossible. Alors, le déni, c'est quoi? Oui, il conteste totalement. C'est-à-dire que lui, il estime qu'il n'y a pas eu viol, il estime qu'il n'y a pas eu agression sexuelle, il dément, et lui, il voulait faire valoir son bon droit à propos de la plainte qu'il a déposée de tentative d'extorsion de fonds. C'est ce qu'il avait dit dès le départ. Pour lui, ce sont des gens qui ont œuvré. Oui, mais non, mais au-delà de ça, les faits, quand on peut vous parler de 4 viols, ou je sais pas, c'est un truc de fou, les mecs, quand même. Il n'y en a pas qu'un, quoi, il y en a plein. Non, mais sans rigoler, Géraldine, il y en a beaucoup, tu vois. Le problème, c'est le chiffre. Soit il a conscience de ce qu'il a fait, soit il n'y a rien, soit il y a un problème. Soit il n'a rien fait aussi, c'est possible. Oui, c'est ça. Il n'a rien fait, mais il a mis en examen. Ce qui justifierait d'ailleurs son attitude de j'arrive décontracté et d'un seul coup, tout me tombe sur la gueule. Mais il a mis en examen. Oui, lui, il dit qu'il a rien. Et là, on parle de 4 viols. Il y a un gros décalage entre. Il y a un énorme décalage entre lui, ce qu'il dit, et il explique. Il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi il a obligation de soins alors que c'est pas prouvé encore ce qu'il a fait. Alors, l'obligation de soins, c'est à titre préventif, puisqu'on le met en examen. En prévention, on fait des soins psychologiques. C'est-à-dire qu'il y a le choix entre le mettre en prison, dans ces cas-là, en disant, bon, au moins, là, en prison, là, on le laisse sous contrôle judiciaire.
à condition qu'il consulte un psychologue ou un psychiatre. Je pense qu'il préfère aller voir un psychiatre que d'être en prison. Ah, mais c'est fou quand même. Alors, en plus, il y a une autre information, c'est que Julie, on a entendu il y a un instant, aurait reconnu elle-même des mensonges durant son audition. Alors, c'est quoi ça? Alors ça, c'est quoi, Michel? C'est important. Et la principale plaignante, elle aurait reconnu des mensonges lors de son audition. C'est pas vraiment des mensonges, c'est une omission. D'accord. C'est-à-dire qu'elle montre aux policiers des SMS de Sébastien Coé, qui sont des SMS équivoques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle oublie, ou en tout cas elle a effacé les messages qu'elle lui avait envoyés. C'est ça, voilà. Donc, et on retrouve ces messages, parce que maintenant un téléphone c'est traçable, il y a une traçabilité, donc les services techniques ont retrouvé ces messages, et là on lui met le nez ou la main dans le pot de confiture, en disant vous nous avez menti en fait. Vous n'en donnez qu'une partie de... alors, on ne sait pas dans quel sens ça marche, mais en tout cas, ils avaient l'air, dans ces échanges de SMS, d'être tout à fait d'accord l'un et l'autre sur ce qu'ils avaient projeté de faire en termes de galipette. Ça n'a pas empêché la mise en examen, en tout cas. Oui, c'est ça. Donc, non, c'est pas grâce à Julie qu'il est mis en examen, ça on est sous d'accord. Mais il y a d'autres... C'est bizarre. Le problème, c'est la quantité, c'est le nombre. Oui, mais il y a ça n'amoindrit pas le fait qu'elle puisse être sous emprise. Exactement. Ça a été pris en compte aussi. Ah, ça, oui, bien sûr. C'est ça, c'était des mineurs. C'est exactement donc considérer les enquêteurs. C'est les mineurs, en fait. Il y a 4 mineurs, ah, oui, c'est ça. Il y a 3 mineurs. Voilà. Sur les 4 victimes, c'est exactement ce que dit Kelly. C'est-à-dire qu'ils ont considéré, eux, que la poursuite des conversations n'était pas liée au fait que Julie avait envie de le revoir, c'était qu'il avait installé un tel rapport. Oui, enfin, le problème surtout, c'est qu'elle ne dit pas tout à fait la vérité. C'est-à-dire qu'elle en cache un bout. Mais parce qu'elle avait peur qu'on la prenne pas au sérieux en ayant une réponse, parce qu'elle n'aurait pas dû le cacher, c'est sûr. Mais vous avez raison, Cyril, de rappeler la présomption d'innocence. Mais oui, absolument. Il est mis en examen, il n'est pas condamné. Bien sûr. Rappelons-le. C'est important de le dire, parce que tout le monde est condamné, là. Non. Il est mis en Absolument. Présomption d'innocence. Les questions ont posé des questions très très intimes à sa femme. Oui. L'enquêteur. Alors ça fait partie en fait du corpus des informations qu'avait la brigade des mineurs. Ils avaient tellement de choses sur les pratiques sexuelles de Sébastien Coé qu'ils ont demandé à sa femme si elle avait connaissance de ces pratiques, qu'est-ce qu'il aimait, etc. Donc ça a été très dur pour elle, très intime. Quoi comme question, c'est quoi? C'était sodomie, des pratiques urologie, des pratiques entre guillemets, non pas extrêmes, mais voilà. C'est parce qu'il voulait confronter la pratique intime consentie de Sébastien Coé avec ce que décrivaient les plaignantes. Vous voyez, l'urologie, c'est quoi? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je suis en cours de sciences nat. Là. Non, mais c'est... d'accord. C'est par exemple uriner sur... oui, enfin... Uriner sur quelqu'un. Ok, bon. Non, mais c'est bon, j'ai compris maintenant. C'est bon. Pour ça, j'avais pas capté le bail. Non, il n'y a pas de souci. Je suis pas médecin. Non, enfin bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Rien. Je suis pas sûr que ce soit utile de rentrer dans ces détails-là. Bien sûr, bah oui, c'est pour ça. La justice, pardonnez-moi, Michel, mais... on n'est pas la justice, c'est... On relate des faits. Il a raison, Gilles. Bah oui. Si c'est ce qu'ils ont posé comme question, il aurait le droit de le dire. Après, comme on l'a dit, on rappelle la présomption d'innocence. Absolument. Et vraiment, moi, je vous dis, je trouve qu'il y a eu un... Là, pour l'instant, il est encore innocent. Donc, il est innocent. Absolument. Il faut le dire. Oui, il conteste formellement. Il n'a pas mangé ni dormi durant sa garde à vue. Non, la garde à vue s'est très très mal passée parce qu'il a été choqué. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Lui, il venait, il pensait ressortir libre, bien entendu. Il ne savait pas qu'il allait être placé en garde à vue. Et il pensait qu'on allait aussi lui poser beaucoup de questions sur l'extorsion de fonds, ce qui n'a pas été le cas. Et en fait, très très peu. Qui a le dossier. Exactement, voilà. C'est pas la même procédure. Merci. Allez, merci Michel, merci Gilles. Tout de suite, commissaire Magellan sur C8. Merci.